Bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouvelle émission intitulée Spécial Interview. Spécial Interview est un programme axé dans toutes les questions d'actualité qui visent le problème de la communauté et qui donne accès à tout leader d'opinion publique de pouvoir clairer la lanterne dans tout ce qui est préoccupation, demande, besoin de la population. Bonjour et bienvenue dans notre émission Spécial Interview. Spécial Interview, comme annoncé, c'est une émission qui expose le problème de la communauté comme étant de questions d'actualité, tout en ayant des invités qui interviennent, qui émettent des opinions sur base de leur vision pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de quatre sujets qui fait poulet, encre et salive. Donc, premièrement, nous allons vous parler de propos tenus par l'inspecteur général de finances, M. Jules Alinguete, durant le forum ANSSI aux États-Unis. Et puis, deuxièmement, nous allons vous parler de la révision de la loi électorale. Troisièmement, nous allons parler du Congo et ses richesses. Donc, nous voyons le Congo comme étant ce pays à grand potentiel, mais avec des réalités de vie sociale vraiment inexplicables. Et puis, nous allons parler de changements, d'autres éléments à la place par rapport à une entreprise, si seulement cela répond aux besoins ou aux préoccupations de tous les agents de cette entreprise. Déjà, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous allons recevoir aujourd'hui pour vous un invité plutôt, avec lequel nous allons débattre. Nous allons discuter de ces quatre sujets. Nous avons sur ce plateau pour ce spécial interview la personne de Maître Leader Kingodi. Il est président d'un regroupement politique dénommé Milelo Yamboka. Il est également président d'une fondation Mbote. Bonjour Maître Leader. Bonjour Madame Natacha. Comment vous allez? Oui Madame Natacha, bonjour. Nous vous saluons et nous vous remercions de bien vouloir nous inviter. Et nous vous rassurons d'être toujours disponibles toutes les fois que votre rédaction aura besoin de nous pour pouvoir répondre à certaines questions d'actualité. Ok, merci. Comme annoncé au sommaire de notre émission, aujourd'hui nous allons parler de quatre sujets qui sont là comme quatre thématiques représentant les quatre questions d'actualité tirées parmi les questions d'actualité qui font rage en ce moment dans la société. Déjà d'entrée de jeu, nous allons commencer par le propos de M. Jules Alinguete. Comme tous nous le savons, il y a eu un forum aux États-Unis et dans ce cadre-là, M. Jules Alinguete, qui est l'inspecteur général de finances, a voulu faire un appel vibrant aux investisseurs, question de venir investir ici au Congo. Bon, pour cela, il a eu à déclarer qu'il n'y a pas la guerre ici au Congo, propos dont plusieurs internautes ont jugé d'une irresponsabilité notoire de la part de l'inspecteur général de finances, comme étant celui qui n'avait pas le droit, non plus les qualités de dire qu'il n'y avait pas guerre au Congo. Que dites-vous par rapport à cela? Bon, je pense que bien avant de répondre à cette question, madame, nous estimons d'abord vouloir donner une image de ce qui se passe dans notre pays. Lorsque nous voyons le fonctionnement de notre pays, ça donne une impression de ce qui se passe dans la rue. Lorsque nous sommes sur la chaussée, nous voyons que même les conducteurs ne respectent pas les bandes aller tout comme les bandes retour. Et nous nous disons, mais c'est un problème. Et quand nous sommes dans des carrefours, ce sont des embouteillages. Et c'est de la même manière que nous avons une idée précise de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire quand le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, donne des orientations et des directives à suivre, certaines personnalités et certains dirigeants de la République ne sont pas amenés à les respecter. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. Alors nous commençons à nous dire que dans le cas concret comme celui de M. Jules Alinguete, c'est comme si c'était un nouveau mauvais narratif qui vient de s'ajouter sur la gestion de la chose publique. C'est-à-dire? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre une personne qui est chef d'un service au sein de l'institution présidente de la République pourrait se permettre de monter sur une tribune et dire des choses
qui ne sont pas de ses compétences. Bon, maître, ne pensez-vous pas que M. Alinguetti ne pouvait que agir ainsi, puisque on a toujours prôné le changement de narratif, c'est-à-dire vendre positivement l'image du pays. Bon, quand on est devant les investisseurs et qu'il faudrait tenir un discours, je pense qu'il avait quand même le droit de dire que non, la RDC ne connaît pas de guerre, puisqu'il avait un discours à faire devant les investisseurs. Nous disions que c'était un très mauvais narratif, parce que, de par ses fonctions ou de par ses compétences, M. Jules Alinguetti n'est pas habilité à prendre parole au nom de la République démocratique du Congo. Et surtout pas à ne pas se présenter devant des officiels. Parce qu'il y a un gouvernement au sein duquel il y a un ministre des Affaires étrangères. S'il est en difficulté de pouvoir se déplacer, il peut confier sa mission au travers un représentant désigné, qui est soit un ambassadeur accrédité dans le pays auquel ces prétendus investisseurs se retrouveraient. C'est à ces gens-là qui peuvent avoir la possibilité et la qualité de pouvoir représenter la nation. M. Jules Alinguetti n'est ni membre du gouvernement de M. Sama Lukonde, que nous demandons même la démission, parce que nous ne pouvons jamais comprendre que là où il y a un chef du gouvernement, une personne tierce de ce gouvernement puisse prendre parole au nom du gouvernement et commencer à raconter des histoires qui ne sont pas conformes à la vérité de l'opinion. Dire par exemple qu'au Congo, qu'il n'y a pas de guerre, mais ça c'est une folie politique. Or, lui, il n'est pas politicien, il est un administratif attaché au service des finances. Dire qu'il n'y a pas de guerre, c'est un problème, c'est cracher sur la mémoire de nos concitoyens qui sont en train de mourir jour pour jour dans la partie est de notre pays. Et nous nous disons peut-être que M. Jules Alinguetti a un conflit interne, que les psychologues disent un conflit appétence. C'est-à-dire une personne qui a des intentions, qui voudrait avoir des choses selon ses désirs, selon son instinct, sans mesurer les tenants et les aboutissants. Puisqu'il n'est pas normal, on dit toujours que la compétence est d'attribution. Alors à ce stade, nous devrions attendre du gouvernement et de la présidence de la République une possibilité pour eux d'ouvrir un dossier judiciaire ou même un dossier d'instruction à sa charge. Il s'est déjà excusé pour ce propos. S'excuser n'est pas une raison pour que nous puissions oublier ce qui s'est passé. S'excuser, c'est comme un repentir qui est pratiquement tardif. Mais ça n'efface pas les conséquences de ce qui a été dit par M. Jules Alinguetti. Non, mais avoir la situation... Non, maître, permettez-moi. Avoir la situation à l'est du pays, avoir la situation, ce qui se passe à l'est du pays, on peut également dire qu'il n'y a pas la guerre au Congo, mais puisque c'est une partie de la République démocratique du Congo qui connaît cette situation de conflit. Moi, je dirais que ce sont des situations de conflit de guerre, de conflit d'armée, de conflits de groupes armés plutôt. Non. Mais pourquoi ne pas dire carrément que pourquoi ne pas être d'accord de même avis de ce que dit M. Jules Alinguetti, puisque c'est une situation qui se passe là-bas, l'Est, que tout le monde connaît, ce sont des situations de conflits armés et non une guerre. Non, madame. Moi, je pense que lorsqu'on lit la Constitution cache en elle des situations ou des dimensions de guerre. On donne la possibilité à M. le Président de la République de décréter la guerre, l'état de guerre lorsqu'il y a des situations plus graves. On donne également la possibilité au Président de la République de décréter l'état d'urgence. Comme là c'est le cas de ce qui se passe actuellement. Le président, en concertation avec les deux chambres du Parlement et son gouvernement, il a décrété l'état d'urgence militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes ou encore des groupements militaires ou encore des forces négatives qui ne cessent de tuer ou qui ne cessent d'alarmer la population à la partie est de notre pays. Alors, c'est une clarté que même la communauté internationale a cette information que dans notre pays, il y a une situation de guerre, mais qui est seulement régionalisée dans un coin de la République. Dire tout haut sur une tribune que le pays n'est pas en guerre, ça c'est mentir. Non seulement mentir à l'opinion, mais c'est mentir aux Congolais. Mais la RDC n'est pas en confrontation avec un autre État, à ce que je sache. Nous disions qu'il y a des situations où il y a deux dimensions de guerre. Il y a l'état de guerre qui peut être déclaré par les présidents de la République lorsque nous sommes en confrontation avec d'autres États. Il y a l'état d'urgence militaire, ce qui est le cas qui a été décrété par le président de la République en concertation avec les deux chambres du Parlement ainsi que son gouvernement. Alors face à cette situation-là, la guerre est à l'interne. Parce qu'il y a des groupes militaires ou encore des forces négatives qui ne cessent d'alarmer nos populations, qui ne cessent de violer les paisibles femmes d'autrui et qui ne cessent même de décapiter les gens. Alors face à cette situation, M. Jules Alinguetti n'avait pas ces droits-là. Alors ces repentir, ça n'a aucun sens parce que c'est un repentir tardif.
Ce qu'il pouvait faire dans l'élégance d'État d'un homme d'État, il devait normalement déposer sa lettre de démission dans les fonctions qu'il assume, puisqu'il est entré dans des attributions qui ne lui est pas été accordées. Ça, c'est trop exigé. Non, madame, ce n'est pas exigé. Parce que entendre M. Jules Alinguet, c'est que ses propos ont été mal perçus. Ses propos ont été mal considérés. Alors que l'idée, ce n'était pas de dire que le Congo est un État paisible, qui vit paisiblement. Bien évidemment que nous avons des situations qui se passent là-bas à l'Est. Mais c'était justement question de vendre positivement l'image du pays auprès des investisseurs, puisque nous en avons besoin. Le pays a besoin des investisseurs. Mais voilà pourquoi nous disons que M. Jules Alinguet, il renferme en lui la personnalité qui est un mauvais narratif pour la République. On dit toujours que la compétence est d'attribution. Lui, il n'est que financier. Il n'est ni le ministre de la Défense, il n'est ni le ministre des Affaires étrangères, il n'est ni le Premier ministre, ni moi le porte-parole du président de la République pour monter au créneau, déclarer des choses qui ne sont pas réelles. Nous voulons à ce qu'il y ait des responsabilités lorsqu'une personne s'amène à violer les règles des procédures ou encore les règles de déclaration dont l'État a besoin de dire ou de passer ses communiqués. Nous pensons également, si M. Jules Alinguet ne voudrait pas donner sa lettre de démission, mais que le président de la République, dans ses fonctions régaliennes, qu'il puisse mettre en mouvement des procédures normales et puis des procédures nécessaires pour que ces mauvais narratifs M. Jules Alinguet soit démis de ses fonctions. Parce que nous devons éviter la situation telle que nous voyons par exemple plus tard, même les sélectionneurs de l'équipe nationale du Congo puissent dire un jour qu'au Congo, il n'y a pas guerre, au Congo, il n'y a pas ceci, alors qu'il n'a pas qualité, alors qu'il n'a pas compétence. Ok, donc pour cela, nous retenons que pour avoir tenu de propos déplacés à l'endroit de la situation à l'est de notre pays, M. Jules Alinguet devrait démissionner. Nécessairement, il devra donner sa lettre de démission. D'accord, on passe au deuxième sujet. Donc là maintenant, nous allons parler de la révision de la loi électorale. C'est aussi un sujet vraiment qui crée plusieurs débats à la fois entre plusieurs regroupements politiques, dont je cite le FCC. On a tous suivi récemment quand il était question de prendre place aux plénières, et ils ont été absents suite à quelques revendications qu'ils ont formulées, qu'il n'y avait pas besoin que la loi électorale soit révisée. Alors, que dites-vous déjà? Pour cela, j'aimerais quand même que vous expliquiez à toutes ces personnes qui nous suivent, c'est quoi, quand on dit réviser la loi électorale, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, madame. Réviser la loi électorale voudrait dire tout simplement donner la possibilité aux acteurs sociaux, aux acteurs politiques et encore aux institutions d'adapter la loi au contexte actuel. Parce que lorsqu'on légifère la loi, on légifère en faveur de la population, on le légifère en faveur de la République. Et en légiférant la loi, cette loi doit s'actualiser aux réalités du moment. Raison pour laquelle nous avions eu des élections pour la législature passée ou la législature en cours. Et pour la prochaine législature, il était question que l'on apporte des différents amendements quant à ce qui concerne cette loi électorale. Si vous pouvez vous souvenir, le président de la République avait convoqué les consultations présidentielles ou les consultations nationales et le chef de l'État avait reçu plusieurs tendances de la République. Il y avait des groupements politiques, il y avait des groupements sociaux et chaque groupement a eu à apporter ses propositions de réformes, ses propositions ou encore ses cahiers de charges dans lesquels certains cahiers de charges tendaient à certaines modifications de la loi électorale. C'est dans ces conditions-là que les parlementaires ainsi que la classe politique en général s'est dit qu'avant d'aller aux élections, nous devrions passer aux réformes. Nous avions commencé avec les réformes sur la loi organique liée à la CENI et là, on est sur la possibilité de réformer la loi électorale, lui donner le sens à une actualisation actuelle au contexte présent de la République démocratique du Congo. Ok. Vous avez parlé sur les questions qui fondent cette procédure de la révision de la loi électorale. Donc, les contextes. Pensez-vous que les contextes actuels donnent raison à ce qu'il y ait une révision de la loi électorale? Oui, nous dirons oui et non. Oui, pourquoi? Parce que déjà, avec l'ancienne manière d'organiser les élections, il y a eu beaucoup de difficultés pour nos concitoyens d'aller se présenter dans le bureau de vote, de pouvoir voter, c'était très difficile. Et aussi, nous avions une impression comme si
on nous avait fait organiser un scrutin censitaire ou encore une élection censitaire, c'est-à-dire qui ne privilégie que ceux-là qui sont dans des positions des nantis, qui ne donnent des privilèges qu'à ceux-là qui étaient en train de gouverner le pays, notamment en ce qui concerne les cautionnements des candidatures de ceux-là qui désiraient compétir pour des mandats électifs. Alors qu'en 2006 et en 2011, pour être candidat, les partis politiques ou encore les citoyens participaient avec un cautionnement sur terme de liste. Je donne par exemple, Milelo Amboka présente 10 candidats sur la circonscription électorale de Lukunga, ne paye que $1000 pour tous les candidats. Mais avec l'ancienne loi électorale qui est en révision, il faudrait payer $1000 sur chaque tête des candidats. Or, le faire ainsi, c'est créer un scrutin censitaire. Ça élimine les gens que la population désire voir diriger ou présider à la destination ou encore doit présider à la destinée du pays au profit de ceux-là que la population ne voudrait pas voir. Alors, dans notre cahier de charges, nous avions également sollicité que cette possibilité-là soit aussi revue de manière à ce qu'on donne l'occasion à tous les Congolais qui désirent compétir pour un mandat électif de pouvoir présenter sa candidature, non seulement en termes de cautionnement au terme de toute la liste, mais en termes aussi des candidats indépendants. Parce que la société civile n'a pas pris part dans dans la précédente élection parce que la possibilité ne lui avait pas été offerte de pouvoir se présenter vu la situation de cautionnement des candidatures et aussi les calculs au terme des seuils électoraux qui posaient problème pour la désignation des élus à l'hémicycle présent. Là c'est pour le oui, vous avez dit. Alors pour le non? Parce que quand j'ai posé la question de dire que est-ce que le contexte actuel doivent vraiment nécessairement demander à ce que la loi électorale soit révisée, vous aviez dit oui et non. Là, vous avez répondu pour oui. Alors pour le non? Bon, pour le non, c'est que malgré le contexte est en train d'être évolué, nous sommes déjà en train d'entendre et d'apprendre qu'il y a certains législateurs, notamment les parlementaires, qui sont en train de proposer que l'on insère les conditions d'éligibilité pour un candidat de président de la République, qu'il soit issu des parents, des pères et des mères congolais. Nous estimons que par rapport au contexte actuel, c'est totalement inopportun cette manière de procéder. Pourquoi? Parce qu'en possibilité pour être candidat président de la République, la Constitution dans son article 72, soit 72, a déjà réglé les conditions. Cette disposition de l'article 72 ou encore 72 doit être combiné avec l'article 10 de la même Constitution qui voudrait que pour être candidat président de la République, il faudrait être congolais d'origine. Or, lorsqu'on nous propose que pour être candidat président de la République, il faudrait avoir comme père et mère congolais, on peut sous-entendre également qu'une personne qui est de nationalité, par exemple, libanaise, qui épouse une dame qui est de nationalité angolaise ou zambienne, mais que les deux couples, ou encore que les deux personnes du même couple ont acquis, soit les deux personnes ont obtenu la nationalité congolaise par acquisition, l'enfant dont naîtra de ces deux personnes sera automatiquement un Congolais de père et de mère. Or, si on insère pareil incise dans la disposition de la loi électorale, ça sera en contradiction avec la Constitution. Ce qui ferait qu'il y aura contradiction entre la loi électorale et l'article 10 et l'article 72 de la Constitution. Or, nous irons en violation et en violation, nous vendrons les termes de souveraineté de notre République. Raison pour laquelle, quelles que soient les dispositions qui seront votées par les législateurs ou encore par les parlementaires à l'heure actuelle, doivent être conformés à la constitutionnalité de notre pays. Alors, pour que cette loi soit révisée plutôt, voulais-je dire, excusez-moi pour ces lapsus, le FCC voudrait un regroupement politique, le FCC voudrait qu'il y ait consensus. Alors, que dites-vous par rapport à cette idée? Vous pensez que l'idée, elle est bonne, qu'il y ait d'abord consensus avant qu'il y ait révision de la loi électorale? Madame, nous pensons que la position du FCC est de pair avec la position de l'AMUCA. À l'heure actuelle, nous ne devons plus procéder aux caprices politiques. Nous ne sommes plus à Sun City. Vous pensez que ce qu'exige le FCC, c'est un caprice politique? Ce sont des caprices politiques. Nous ne sommes plus pendant les dialogues intercongolais. Nous ne sommes plus pendant les consultations qui ont eu lieu chez les pères catholiques, les consultations de la SENCO. On est devant ou face aux institutions élues et établies légalement. S'il y a débat,
il faudrait aller devant les institutions. Les débats doivent être institutionnels. En dehors des institutions, ce sont des moyens ou des procédés mis en mouvement par le FCC et les Lamuka pour créer ou obtenir un dialogue. Or, nous estimons qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison qui donnerait possibilité que nous ayons un dialogue parce que, en termes, ou encore au terme de notre constitution, une législature dure 5 ans ou encore 5 années. Après 5 années, il n'y a rien, il n'y a qu'un vide. Ça amènerait le président de la, donc, ça risque d'amener le président de la République en difficulté, soit en donnant sa démission. Or, nous ne sommes pas d'avis que les institutions soient bouleversées ou que les institutions soient malmenées. Ce qu'il faille faire, il faudrait que nous ayons les élections dans le délai constitutionnel pour donner à notre République des dirigeants qu'il faut et à la place qu'il faut. Et également, nous demandons aux élus ou encore aux personnalités du FCC et de la Lamuka d'arrêter avec des caprices politiques. Parce que nous nous souvenons très bien ou très bonnement que lorsque le FCC gérait la République, c'était le même comportement qu'avait l'opposition d'antan qui est actuellement au pouvoir. Nous ne devons pas ou nous ne devons plus continuer à la même manière de gérer la politique du Congo en faisant des caprices pour satisfaire ses égos ou encore ses intérêts personnels tout en sacrifiant l'intérêt qui est de la communauté congolaise entière. Vous parlez de satisfaire ses égos alors que FCC prétend dire que c'est le pouvoir en place qui voudrait par contre satisfaire son égo, puisqu'il n'y a pas lieu de changer, il n'y a pas lieu de revoir cette loi électorale. Bon, de toute manière, nous ne sommes pas porte-parole du pouvoir actuel, ni porte-parole d'un groupement quelconque. Nous sommes un représentant de la population, donc nous sommes des représentants du peuple. Le peuple a besoin du respect des termes constitutionnels, du respect des prescrits constitutionnels liés à la durée d'une législature. La législature dure 5 ans. Or, si nous ne respectons pas les 5 années de la législature, nous risquerons de tomber vers les pièges politiques qui n'avantageraient jamais la population congolaise, qui ne résoudront jamais les problèmes primordiaux du peuple. Aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Le peuple mange difficilement. Le carburant est en train de hausser les prix. Le pain a changé même de dimension pour être réduit alors que le prix a haussé. Or, ces groupements politiques vivent dans des conditions descendent et puis vivent dans de meilleures situations de vie sociale. Alors, si nous allons dans leur rythme, la population ne va jamais se retrouver. Voilà pourquoi la population est en train d'insister qu'après les 5 ans, il n'y aura pas de pouvoir. C'est-à-dire, après les 5 ans, nous quittons l'ordre constitutionnel pour un autre ordre. Or, la population a intérêt que les institutions soient respectées et stables pour une possibilité pour elles d'avoir une vie régulière dont leurs conditions de vie ont été améliorées décemment pour leur intérêt national. Ok, merci. On a bien retenu tout ce que vous venez de dire et tout ce que vous venez de formuler comme recommandation. On passe maintenant à notre troisième sujet qui est le Congo et ses richesses. Le Congo et ses richesses, pourquoi le Congo et ses richesses? Parce que tout le monde le sait que le Congo est un pays à grand potentiel. Le Congo regorge autant de richesses. Le Congo regorge un très grand potentiel en flore, en faune, en terres arables, en ressources minières, en patati, tout ce qu'on peut dire. Mais quand on observe la vie sociale de la population congolaise et quand on essaie d'imaginer ce que nous avons comme richesse, on voit qu'il y a contraste. Alors, la préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans tout cela. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il y a autant de contrastes entre la richesse du Congo et la vie sociale de la population congolaise? Oui, madame. Le problème avec le Congo actuellement, nous pensons que c'est un problème de casting dans le chef de ceux-là qui gèrent les institutions. Nous l'avons soulevé précédemment que M. Gilles Alinguetti s'est comporté en méchant. Il est un mauvais narratif pour la République démocratique du Congo. Vous parlez du chef de casting, permettez-moi de vous arracher la parole. Vous parlez du chef du casting, alors que j'aimerais souligner ici, vous rappeler que ceux-là qui nous dirigent, en observant bien, ce sont la population qui choisissent les dirigeants. Donc je pense que lorsque vous dites que c'est un mauvais casting, donc vous faites retomber la faute sur la population? Non, nous ne faisons pas retomber la faute sur la population. Nous voulons dire tout simplement, nous donnons un exemple. Le président de la République a été l'émanation de la population, élu au suffrage universel direct.
Les députés, entre guillemets, ont été choisis par la population. J'insiste, c'est entre guillemets. Mais le Premier ministre Sama Lukonde n'a pas été choisi par la population. Or, l'État fonctionne comme une entreprise où il y a un conseil d'administration et puis il y a un comité de gestion. Le comité de gestion d'un État, c'est le gouvernement qui est géré par le Premier ministre. Lorsque nous lisons au terme de notre Constitution les dispositions de l'article ou des articles 90 et l'article 93, vous voyez dans cette constitution-là que le chef du gouvernement, la personne qui gère la politique gouvernementale, c'est le Premier ministre. Mais nous constatons déjà le Premier ministre Sama Lukonde, quelqu'un comme M. Gilles Alinguet, il est dame des pions alors qu'il n'est pas membre du gouvernement. Nous constatons également ce qui se passe sur la gestion minière de notre pays. Ça pose problème parce que la personne qui est à la tête du gouvernement ne donne pas l'effectivité de ses énergies politiques, administratives et de gestion. Et nous sommes butés à de telles réalités. Comment voulez-vous que dans un budget national, les domaines où le secteur minier produit plus par rapport à d'autres secteurs? Ce n'est pas normal. Alors que dans d'autres États normaux, ce sont plus les fiscs ou encore les mobilisations des recettes liées aux fiscalités et aux taxes qui produisent plus. Peu importe, si ça doit être les domaines miniers... Vous parlez de taxes, des impôts ici, mais récemment, il venait d'avoir une taxe qui était même supprimée, et ben, tout le monde en parlait et disait que cette taxe n'avait pas lieu d'exister en fait. Oui, c'était une taxe qui était dans l'illégalité, une taxe illégale que le Premier ministre Sama Lukonde était incapable de mettre fin à cette taxe-là. Et c'est de la même manière avec la gestion minière. Le problème, c'est que... On vous entend parler, c'est comme, pour vous, le Premier ministre, c'est un incompétent. Bon, nous ne disons pas que le Premier ministre est incompétent. Le Premier ministre... Parce qu'à chaque fois, vous renvoyez la faute sur le Premier ministre. Exactement, parce que c'est lui qui est le capitaine de l'équipe, c'est lui qui est le coach de l'équipe. Il pourrait être mieux utilisé ailleurs que dans les fonctions du Premier ministre. C'est de la même manière qu'il est dans le domaine minier. Le gouvernement a quelle politique pour le secteur minier pour renflouer les caisses du trésor public? Rien du tout, nous ne voyons rien. Mais nous savons seulement qu'il y a des textes légaux qui existent déjà pour organiser et donner de l'ordre dans ces secteurs, mais est-ce que l'applicabilité suit? Or, pour que l'applicabilité puisse suivre, il faudrait que nous ayons un gouvernement fort, un gouvernement de gens consciencieux, un gouvernement d'une personne qui est à la tête, qui comprend ce que la population voudrait. Puisqu'aujourd'hui, si nous mettons du sérieux dans le secteur minier, l'argent qui ressortira de ces secteurs miniers pourrait donner des solutions dans tous les secteurs de la vie nationale du pays. En parlant du secteur minier, j'aimerais quand même, malgré que c'est une information qui n'est pas officielle, mais j'ai quand même 2 vidéos dans une de villes dans le Nord Kivu où il y avait des travaux d'asphaltage. Et quand on est venu faire ce travaux déterré, il y avait de mines qui sortaient de partout et même il y avait de petits enfants qui venaient ramasser, qui prenaient. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Bon, la bonne chose, c'est que notre pays, comme on le dit toujours, c'est un scandale géologique. Et partant de ce scandale géologique, nous devrions avoir un pouvoir ou des autorités qui facilitent à la population de bénéficier de leur sous-sol. Qu'est-ce qui se passe généralement? Parce que vous estimez que le gouvernement ne facilite pas la tâche à la population de bénéficier de... Les gouvernements ne facilitent pas la tâche parce que les gouvernements devaient procéder comment? En créant des entreprises minières avec des partenaires où dans ces entreprises minières, l'État aurait ses quotes-parts pour pouvoir injecter dans les secteurs les plus importants de la société, tels qu'à l'éducation nationale et aussi qu'à la santé. Mais nous constatons que la plupart des entreprises minières sont des entreprises étrangères. L'État n'a qu'une infime part dans ce qui est desservi. Et au-delà de ça, apparemment, il y a également un désordre qui règne dans le secteur minier. Tout le monde s'est fait exploitant minier artisanal. Ce qui fait qu'il y a des choses qui échappent à l'État, il y a des fuites de capitaux que l'État ne sait pas regrouper pour insérer dans les secteurs les plus primordiaux de la vie nationale, notamment la santé et l'éducation, et aussi aux besoins, le transport. Et face à cela, nous devrions avoir une équipe gouvernementale qui serait à même de cogiter, de réfléchir comment trouver des solutions pour organiser les secteurs. Nous ne refusons pas que le secteur minier soit aussi l'apanage du système artisanal. Je vous rappelle que les richesses ne sont pas que de mines, hein? Nous avons tant d'autres richesses. Oui, nous avons tant d'autres richesses, c'est ce que nous étions en train de dire. Mais dans ce que nous sommes en train de voir, l'État ne gère pas ou l'État ne contrôle pas à 100% les secteurs miniers. Et c'est ce qui fait mal. Même les secteurs qui seraient les plus faciles à contrôler, tels que l'agriculture, nous n'avons aucun rendement.
nous avions entre guillemets un Bukangalonze avec le pouvoir passé qui a échoué. Le pouvoir actuel ne sait pas donner vie ou de redonner vie à Bukangalonze. Même si on ne sait pas redonner vie à Bukangalonze, quel est le projet que nous avions mis en place pour que la population bénéficie du remplacement de Bukangalonze? C'est là où nous sommes en train de dire que même le gouvernement Sama Lukonde n'arrive pas à donner ces solutions. Alors nous estimons que même le gouvernement Sama Lukonde ainsi que le comportement de Jules Alinguet, ça constitue tout un mauvais narratif pour le développement de notre Congo. S'il faudrait changer de narratif pour le développement du Congo, il faudrait commencer par démettre le gouvernement Sama Lukonde, soit par biais de nos parlementaires au travers des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution, soit que le président de la République invite le chef du gouvernement à donner sa lettre de démission, parce que c'est un gouvernement qui n'arrive pas à donner des solutions aux problèmes primordiaux de notre population. Ça n'arrive pas à donner des solutions aux attentes de nos populations qui demeurent dans la souffrance atroce pendant que ce gouvernement est en train de vivre aisément. Vous pensez que c'est le changement de personnes à la place, vous pensez que c'est le changement de personnes, des animateurs plutôt, aux institutions qui feront changer ou qui feront avancer les choses dans ce pays? C'est l'un des éléments. Dans l'un des éléments, au fait, il y a deux éléments. Il faudrait qu'on change des systèmes de gérer la République et on change des animateurs. Or, lorsque le système n'est pas changé et que nous avons des mauvais animateurs, cela poserait un sérieux problème. Mais lorsqu'on change des animateurs et qu'on met les bons animateurs qui gèrent en l'esprit du sacerdoce, cela aura l'influence sur le système qui est en train de se mouvoir dans la gestion étatique. Et nous pensons que pour l'instant, le gouvernement Sama Lukonde a prouvé ses insuffisances et ses incapacités pour influer sur le mauvais système et conséquence, la population est en train de souffrir. Nous avons un problème d'électricité où le courant vient nous dire bonjour et au revoir. Le courant est devenu l'ennemi numéro 1 des léopards de la RDC. Le courant est devenu l'ennemi numéro 1 des Congolais pour leur social quotidien. Nous n'avons pas d'eau potable et les gens sont obligés de se réfugier vers l'eau traitée par les expatriés qui ne donne pas aussi une situation sanitaire de bonne qualité. Nous avons un problème des soins médicaux. Dans notre pays ou encore dans notre ville de Kinshasa actuellement, les gens ont du mal à se soigner. Quand vous allez dans les coins comme Passa, les gens n'ont pas accès à des traitements ou encore à des, n'ont pas accès aux soins de santé, à donner sa démission ou que le Parlement vote une motion de censure contre ce gouvernement qui a prouvé ses faiblesses et ses incapacités. En vous entendre parler, avec tout ce que vous faites comme analyse, on se dit waouh, une fois placé dans une institution quelconque, on verra le changement. Alors, une fois et que vous avez l'opportunité de gérer une institution, pouvons-nous dire que nous serons satisfaits? Donc nous, je parle du peuple code, je parle de peuple congolais. Oui, Madame Natacha, en homme responsable, nous ne pouvons pas nous taper la poitrine, mais tout ce que nous savons, un homme d'État qui doit gérer la chose publique doit se comporter dans le chef ou à l'intérieur d'un État qui est un État-providence. Ça veut dire quoi? L'État doit prévoir comment doit-il gérer sa République, comment doit-il gérer sa population. Il n'est pas normal que ce qui se passe actuellement soit géré ou accepté par nos populations. Nous pensons que lorsque l'État est un État-providence réel, la gestion de l'État doit se passer comme un sacerdoce. Parce que lorsqu'on gère l'État, on ne gère pas l'État pour soi-même, on gère l'État pour ce que nous gérons, on gère l'État par rapport aux biens qui s'y trouvent, et puis on gère l'État par rapport à Dieu qui a créé ces hommes et les avantages au sein de cet État. Lorsque l'homme politique comprendra, l'homme d'État congolais comprendra qu'on devra gérer l'État comme sous forme d'un sacerdoce, le pays devra aller vers l'avant. Ok. Nous chutons déjà, ça c'est notre tout dernier sujet. Ici, nous allons parler, est-ce que le changement d'autres éléments à la place serait un apport dans une entreprise? Pourquoi ce sujet? Parce que tout récemment, nous avons suivi le changement avec la vision, le concept, le changement de narratif du ministre de la Communication et Médias. Je cite M. Patrick Mouyaya. Il a proposé un nouveau logo à la chaîne mère, la télévision nationale, la RTNC. Et ben, dans l'entretemps,
avec les enquêtes menées, il y a 2 agents qui travaillent là-bas qui se plaignent en disant que pour ce nouveau logo de la radio-télévision nationale congolaise, qui traduit même le concept du ministre de la Communication Média, le changement de narratif, les agents disent oui, ils sont contents, mais seulement leurs conditions de travail ne sont pas améliorées. Alors par rapport à cela, que dites-vous? Alors vous pensez que la préoccupation d'améliorer un travail sans pour autant améliorer les conditions de travail des agents, que dites-vous par rapport à cela? Oui madame, c'est vraiment très paradoxal lorsque nous voyons nos autorités, au lieu de réfléchir sur les conditions de vie de leurs travailleurs, c'est-à-dire améliorer leur situation de travail, c'est-à-dire leur situation salariale, améliorer leurs conditions techniques de travail qui aura comme effet les résultats sollicités ou encore les résultats attendus par eux-mêmes les autorités. Mais quand cela n'est pas suivi ou quand cela n'est pas précédé de cela, ça ne pourrait rien produire. Nous estimons que le ministre Mouyaya devrait d'abord chercher à savoir quelles sont les préoccupations essentielles des travailleurs de la RTNC. Alors, lorsque nous suivons la situation de près, nous nous rendons compte que même les travailleurs de la RTNC ne sont pas contents, n'ont pas bien accueilli cette nouvelle. Ne pensez-vous pas qu'avec le changement de cette visuelle qui vient avec le nouveau logo, ça va améliorer les conditions de travail, tout justement parce que c'est au dépend de la qualité du travail qui produit les résultats sur terrain. Donc quand les résultats sont positifs, également les conditions, ça se suit de pair, ça va de pair. Non madame, nous estimons que les résultats d'un travail doivent être consécutifs de la situation salariale. Combien les salariés sont payés? Est-ce que ces gens-là, ce dont ils reçoivent ou perçoivent la fin du mois, leur permettent de nouer les 2 bouts du mois? C'est ça la question fondamentale que devrait répondre le ministre ainsi que le comité de gestion. La deuxième préoccupation que les travailleurs devraient également formuler, que le ministre devrait également recevoir, est-ce qu'ils ont des bons matériels techniques pour donner un résultat approprié? Si les deux questions... Tout cela est prévu. Pensez-vous que le ministre va s'aventurer de créer un nouveau logo, un nouveau concept sans pour autant passer au nouveau matériel? Madame, vous savez, ce qui se passe dans notre pays et ce qui tue le pays, c'est la parure. Nous voudrions donner une image du pays que le pays n'en a par lui-même. Et nous pensons que le ministre doit bien réfléchir, changer les logos, ce n'est pas donner un bon résultat par rapport au travail que la population attend de la RTNC. On devrait peut-être commencer par sonder la raison sociale ou encore l'objet social de cette société. Est-ce que la raison sociale rencontre les préoccupations des travailleurs et de la population? Si ce n'est pas le cas, qu'on commence par réfléchir par ce point-là. Et on y va au stade pour voir est-ce que les conditions techniques sont réunies. Parce que comment voulez-vous, depuis plusieurs années, on ne nous a jamais présenté des bons résultats techniques, des bons logos ou encore des bonnes conséquences par rapport au travail? C'est tout un problème. Voilà pourquoi nous étions en train de dire tantôt au préalable que le problème c'est qu'on nous parle de narratif. Or, le narratif qu'on nous apporte, c'est un mauvais narratif qui ne permet ni à la RTNC d'avancer, ni moins à la population d'être scotchée, branchée à la chaîne nationale. Si nous faisons l'enquête ou les enquêtes aujourd'hui sur la majorité des Congolais, je doute fort que nous ayons 10% des Congolais qui sont scotchés sur la chaîne nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Le problème est très fondamental. C'est le salaire et les conditions techniques ou les conditions du travail. Il faudrait plutôt arranger les conditions de travail des travailleurs de la RTNC et aussi revoir la situation technique en général et salariale pour pouvoir obtenir les résultats dont les autorités auront besoin d'obtenir ou de recevoir. Voilà un peu ce que nous voulions dire pour préciser qu'il y a un problème de narratif au sein du chef du ministre et au sein du gouvernement tout entier de Sama Lukonde. Ok, merci beaucoup. C'est pratiquement la fin. Alors, un petit dernier mot en quelques secondes, en 5 secondes pour conclure cette émission. Madame, nous posons la question à nos autorités. Chères autorités, n'êtes-vous pas honteux d'être heureux tout seul? Parce que la population pleure et réclame. Merci. Nous voici à la fin de cette émission spéciale interview pour laquelle plutôt nous avons reçu pour vous Maître Leader Kingonzi, qui est le président du regroupement politique Milelo Yamboka. Il est également président
de la Fondation Mbote. Nous avons jugé bon de parler pour ce numéro de 4 sujets qui représentent comme étant 4 questions d'actualité qui dérangent la population congolaise. Merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons à très bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.